suis la modératrice de cette rencontre. Juste une petite introduction pour la plateforme, de manière à ce que vous puissiez profiter au maximum. D'abord, vous choisissez la langue que vous voulez écouter. Ici, à peu près, il y a un menu qui déroule où on peut choisir entre l'anglais, français ou l'espagnol. On peut aussi interagir avec les intervenants et les autres participants en utilisant le chat ici en dessous. Vous pouvez laisser des messages dans la langue de votre choix, quand il est écrit entre votre message ici. Si le message est dans une langue que vous ne comprenez pas, on peut le highlighter avec la souris et ça va être traduit automatiquement. En bas à gauche de l'interface, il y a un point d'interrogation. Si vous avez des problèmes techniques quelconques, veuillez nous faire savoir là-bas par ce biais. Et enfin, je sais que vous utilisez d'autres plateformes parfois pour interagir quand vous avez des rencontres monolingues. Sur cette plateforme, la seule manière d'interagir pour vous, c'est sous forme écrite. Donc on ne va pas vous entendre ni vous voir, ce qui est parfaitement normal. Sans reporter à plus tard, maintenant je passe la parole à Patricia qui va vous faire une introduction sur cette session. Amusez-vous bien. Merci tout le monde. Bonjour pour cette deuxième journée de préparation. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui aussi. Nous enregistrons la session et on va vous envoyer les enregistrements, plus d'autres informations qui ont été fournies hier. Vous pouvez aussi utiliser les enregistrements en espagnol et en français pour ceux qui les veulent. Aujourd'hui, on a un webinaire qui est beaucoup plus focalisé sur la conférence qui approche. Ça sera partiellement très technique, donc je vous encourage à utiliser vraiment le chatbox dont a parlé Maïké il y a quelques instants pour poser toutes les questions que vous voulez. De plus, vous aurez la possibilité de poser ces questions pendant le meeting, la réunion dimanche, pardon. Et maintenant, j'aimerais plonger directement dans la présentation. Je dois aller vers le milieu de la présentation, donc ça va prendre quelques secondes. Parce que nous avons la présentation de hier encore. Ne vous stressez pas, je serai à vous dans quelques minutes. Vous voyez ici ce que nous avons fait hier. Nous avons parlé des bases de CNUC. Et aussi un contexte historique et des informations sur la manière de notre modalité de travail et comment vous pouvez agir lorsque vous allez rejoindre les travaux de Women and Gender Constituency. Voilà, on a presque... Voilà, ça c'est le début de la présentation d'aujourd'hui. D'abord, on va commencer par le calendrier général de la COP25 et je vais vous fournir des points d'entrée du genre sans rentrer dans les détails, mais nous avons préparé toutefois des articles sur des sujets. Il y a Kilimans qui va vous aider à présenter vos desiderata pendant la session. Ensuite, on va plonger dans la JIEC, le rapport 1,5 degrés Celsius, et vous verrez pourquoi il est si important que les pays deviennent plus ambitieux. Premièrement, j'aimerais commencer après la COP24, après les accords de Paris, ils sont entrés en vigueur un an plus tard à Marrakech, et il y a eu la ratification, il y a donc de la pression sur le COP24 de l'année passée, parce que le programme de travail là-bas a été approuvé. Et
ça nous donne beaucoup plus d'informations sur la mise en œuvre désirée de l'accord. J'aimerais aussi mentionner la décision qui veut dire que le programme de travail de l'accord de Paris, l'adhésion 1 de l'accord 24 de l'année passée, c'est l'un des documents que vous devriez toujours avoir quelque part sur votre bureau pour pouvoir vérifier les différents points de négociation rapidement. Ce qui a été convenu l'année passée et des lignes de directives ont été données aussi. Après la COP de Paris en 2015, car c'était cette COP qui nous a donné des guidelines sur la manière d'entrer la phase de la mise en œuvre par les parties. Il y a eu aussi d'autres sujets qui ont été négociés, qui étaient cruciaux. L'un était le rapport sur le JEC sur le 1,5 degré. On en parlera plus tard. C'est aussi la première fois que le dialogue de Talanoa a eu lieu avec l'accord des parties. Et last but not least, il y a eu un dialogue de haut niveau ministériel sur la finance. Et c'était particulièrement important parce que beaucoup plus de fonds ont été alloués pour nos actions. On a aussi décidé que le fonds d'adaptation fonctionnera aussi sur l'agrément de Paris. Donc il y a plusieurs points concernant les finances cette année. Il y a aussi les éléments particuliers pour savoir où est-ce que nous avons inclus les droits humains et égalité des sexes. Il s'avère qu'il y a des références, par exemple, communication sur l'adaptation. Là, les parties sont censées fournir des communications sur la mise en œuvre de ce qui avait été convenu. Nous nous battons pour que ça fonctionne, parce que ça nous donne des informations claires sur le plaidoyer au niveau national et quelles mesures devraient être prises en compte. Il y a eu aussi des références à l'égalité des sexes dans les documents financiers, article 9. Donc les parties mettent en œuvre les actions climatiques et que ça devrait être aussi sexe spécifique et devrait inclure une réponse sexe spécifique dans les secteurs de priorité. Ça devrait aussi être clair comment cibler les groupes donnés. Donc on parle des... C'est donc une référence à laquelle vous pouvez vous référer. Le cadre technologique, chose qui a déjà été mentionnée, en ce qui concerne la participation publique, ça nous donne aussi un bon point d'entrée pour savoir comment organiser nos demandes et nos actions, comment prend-on soin des questions relatives aux technologies. Il y a aussi le renforcement des capacités dans l'article 12, dans l'accord de Paris, dans le cadre de l'accord de Paris. C'est des choses qui seront ensuite négociées plus loin, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de détails sur lesquels on s'était mis d'accord au départ. Et c'est pendant cette COP qu'on verra plus de détails qui sont formulés. Malheureusement, il y a aussi des parties où nous n'avons pas réussi à mettre en avant les références relatives aux droits humains et à l'égalité des sexes. Par exemple, le bilan mondial a une vue très large sur ces choses-là. C'est quelque chose que nous devons observer dans le futur aussi. Regardez aussi les mauvais côtés du paquet de Katowice, parce que l'objectif que nous avions pour le plaidoyer, que tous les droits humains, tous les principes
de l'accord de Paris, dans la préambule de l'accord de Paris, je veux dire, et que malheureusement tous les objectifs formulés à 14 n'ont pas pu être atteints dans les questions concernant la préparation publique, les populations indigènes, etc. Donc nous espérons que cela pourra être renforcé lors des négociations à venir. Alors, après avoir posé les bases de là d'où on part, je vous encourage à regarder la page de la COP 25. Il y a le programme. Vous allez trouver des informations sur ce qui est négocié et ce qui est à court. Et vous allez trouver des informations sur les réunions préparatoires, les ateliers préparatoires, notamment sur le Lima Work et Gender Action Plan. Ça va commencer le 28 novembre. Et il y en a aussi un sur les mécanismes internationaux qui est crucial pour nous, sur les dommages. Et donc, au cours de la première semaine, on voit qu'il y a des négociations techniques qui ont lieu. Donc, SBSTA, et vous allez suivre, vous allez avoir un suivi de tout ce qui se passe lors de ces réunions, de ces négociations. Et au cours de la deuxième semaine, il y a les réunions de haut niveau qui sont, et ensuite à la fin de la COP, il y a la CMP-CMA. Donc, on a beaucoup d'événements annexes qui vont aussi avoir leur importance parce qu'ils sont thématiques. Il y a des sujets, c'est pas que des discussions thématiques, mais il y a des questions pratiques qui sont discutées. Et la CNUC, et donc ça, c'est aussi par exemple sur des questions sur l'impact local des décisions de la CNUC, ces réunions thématiques. Et vous pouvez aussi suivre le lien pour télécharger les documents en préparation de la COP, donc pour votre usage propre. Ensuite, une fois que vous aurez pu voir ces documents et voir vous-même ce qui va se passer pendant ces 2 semaines, il y a un programme à noter des organes de la CNUC. Et c'est ça qu'on a vu hier. Donc, juste pour vous rappeler, la COP, c'est la conférence des parties, qui est l'un des organismes de haut niveau. Et ensuite, il y a les organismes techniques, les organes techniques de négociation et l'agenda, donc le programme à noter. Et c'est important que vous sachiez où les négociations en sont en ce moment. Vous trouverez les liens sur l'agenda pour retrouver les différentes négociations en cours. Un autre document pour la préparation, pour préparer votre participation à la COP, ce sont les notes qui vont vous donner des informations sur les sujets les plus importants et sur des sujets thématiques de négociation. Et ça vous donne des informations sur les défis principaux de la COP, donc là où il va y avoir le plus de pierres d'achoppement dans la négociation, de difficultés, de barrières. Ça vous permet d'avoir des informations plus précises sur les enjeux et la direction que prennent les négociations. Ensuite, ça vous pouvez le trouver au centre documentaire au cours des négociations, et ces documents sont aussi disponibles par exemple sur la session SP dans l'agenda à noter. Ça va vous aider à suivre le texte qui est négocié. Alors une chose importante pour la société civile, c'est qu'il y a des résumés qui sont fournis au quotidien et on voit ici par exemple IED Earth Negotiation Bulletin Third World Network.
et ça vous donne des détails sur les positions des différentes parties qui ont été annoncées par les différentes parties. Et ces documents vous donnent... Ça, c'est un point de vue plutôt humoristique sur la position des pays. Nous vous recommandons d'y jeter un coup d'œil de temps en temps. Pour vous aider à avoir une vue d'ensemble sur les sujets qui font l'objet des négociations dans le paquet climat, on a diviser ça entre finance, transparence, atténuation, atténuation et adaptation. Je ne vais pas voir tout en détail, mais par exemple, le calendrier commun. Donc ça veut dire que les parties doivent convenir d'un délai ou d'un calendrier commun et comparable jusqu'à 2035 ou 2040. Et ces détails n'ont pas encore été convenus dans le paquet Katowice, donc c'est pour ça qu'il va falloir revenir sur ces négociations. Vous allez voir aussi une approche sur les accords, les négociations qui n'ont pas pu être finalisées à Katowice, qui vont continuer ce week-end, et c'est l'un des points centraux de la COP. Il faut aussi définir des détails sur l'adaptation, sur les règles de procédure, par exemple, du fonds d'adaptation qui a été décidé et qui est à Katowice et aussi à l'accord de Paris. Sur la transparence, il y a plusieurs sujets qui ont été convenus sur les points généraux, mais pas en détail. Et ça va aussi faire l'objet de négociations plus approfondies. Il y a aussi beaucoup d'éléments du programme, comme vous le voyez ici, qu'on a ajouté ici. Il y a beaucoup d'abréviations que vous voyez là. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre, je vous ai mis ces abréviations. Alors, vous n'avez pas besoin de toutes les connaître, toutes les abréviations, mais quand même celles qui sont les plus nécessaires pour le sujet des négociations. Pour votre sujet dans les négociations, le sujet qui vous intéresse précisément. Donc, ne vous découragez pas en voyant toutes ces abréviations que vous ne connaissez probablement pas maintenant, mais il faut connaître celles qui relèvent de votre thème de travail. Alors, ces autres points du programme sont aussi importants que ceux du programme de Katowice, parce que il y a des points d'entrée sur la question de l'égalité homme-femme, et l'adaptation, là c'est là où on est c'est là où il y a le plus à faire au niveau de l'égalité homme-femme, et donc on observe maintenant les questions de technologie, de finance et d'égalité homme-femme, et également sur le mécanisme international. WIM, c'est le mécanisme de Varsovie, le MIV, mécanisme international de Varsovie, et après il y a les OTLT, c'est l'un des principaux succès de la dernière conférence des parties, et c'est l'opérationnalisation de cette plateforme a été convenue, mais on n'a pas vraiment le temps de se mettre à agir. Donc là, c'est un sujet qui va devoir être suivi aussi. J'ai vu déjà plus en détail le mécanisme de Varsovie, mécanisme international de Varsovie et la finance. Maintenant, je voudrais passer un peu plus en détail, approfondir un peu les documents de constituency, et l'un des documents nous appelle à avoir une vision
vision plus approfondie du programme de travail de Lima et du plan d'action pour l'égalité hommes-femmes. Et là, je vais passer la parole à Bridget qui va vous en parler plus en détail. Bonjour, merci à tous d'être avec nous. Merci à ceux qui ont pu nous rejoindre hier et merci à Patricia pour cette présentation très complète des multiples sujets qui nous occupent avant la COP. Comme Patricia vous l'a dit, nous nous efforçons en tant que constituency d'aider les autres à comprendre notre point de vue et la manière dont nous travaillons, c'est d'abord de comprendre qu'on ne peut pas avoir l'égalité des sexes, l'égalité homme-femme si on n'a pas l'atténuation, l'adaptation, la transparence et donc les autres piliers. Bien sûr, l'égalité homme-femme doit être intégrée dans tous les piliers donc pas seulement l'adaptation, mais dans tous les piliers pour rester forte. Et donc ça, c'est, comme vous l'avez vu hier, c'est une grande partie de notre travail de plaidoyer. Et donc, on est passé un peu sur... on a vu un peu du contexte. Maintenant, le deuxième engagement, c'est du plan d'action égalité homme-femme. Il a été décidé à la COP22 à Marrakech. Donc le plan d'action qui a été décidé à Marrakech, il a un programme d'action sur 2 ans. Et il est très important de comprendre que les parties, quand elles approchent le plan d'action égalité homme-femme de la COP23, ont considéré que c'était un plan d'action pour mettre en œuvre il fallait renforcer ces engagements et renforcer leur mise en œuvre parce que on voit qu'on a beaucoup de formulations présentes dans les documents, mais ça manque en termes de mise en œuvre et de mise en place d'applications. Donc, on a beaucoup travaillé sur la sensibilisation sur ce qui a fonctionné dans le Gender Action Plan et dans le programme de Lima, et on essaie de voir quels sont les domaines d'amélioration. Et ça va être présent sur le Women Gender Constituency, le site web de WGC aujourd'hui. Et vous allez en obtenir une copie aussi. Mais juste pour traiter quelques-uns des sujets. Désolé, moi j'ai ça devant moi, j'ai les documents devant moi, mais il vous sera envoyé plus tard. L'un des domaines d'amélioration principaux pour WGC qu'on a trouvé, c'était la transition positive dans le niveau de soutien. Donc on a vu après le plan d'action, l'adoption du plan d'action, qu'il y avait beaucoup de niveaux différents d'organisations, donc au niveau de l'ONU ou de parlementaires, l'année dernière, qui ont été invités pour parler à un groupe de parlementaires donc d'Amérique latine, des Caraïbes, qui étaient intéressés par le Gender Action Plan et qui souhaitaient savoir comment agir en la matière. Et le plan d'action pour le genre ne permet pas tellement, ce n'est pas tellement pour des plans d'action locaux, mais ça a permis une transition positive en faveur de la mise en place du plan d'action pour l'égalité homme-femme. Donc il y a aussi un élément très fort du programme de Lima et du plan d'action pour l'égalité homme-femme. Et donc, ça appelle
à une cohérence de la part des organes de constituency sur leur adaptation. Le réseau du centre de technologie. Je me rappelle d'une fois où le comité technologique faisait un travail sur l'eau et l'agriculture, où même si on avait des formulations selon lesquelles le comité technologique devait prendre en compte l'égalité homme-femme dans son travail, je me rappelle que malgré cela, on recevait les rapports du comité, et sur des questions telles que sur l'agriculture et l'eau, il y avait une cécité totale sur la question de l'égalité homme-femme, malgré ça. Et on a aussi ces problèmes dans la finance, la technologie, l'adaptation. C'était vraiment une lutte pour que la formulation des décisions prenne en compte l'égalité homme-femme. Donc c'est de la sensibilisation, de l'information, pour leur dire que l'égalité homme-femme devait être prise en compte. Donc je pense que la transition positive, c'est que on a demandé à ce qu'il y ait on a obtenu qu'il y ait des sessions de renforcement des capacités sur l'égalité homme-femme, et dans tous les organismes de constituency, il y a donc maintenant des ateliers de renforcement des compétences, des plateformes qui vont être actives dans la déclaration des progrès effectués en la matière. Donc la cohérence au niveau des organismes de la CNUC, je pense que ça c'est le domaine, la cohérence, c'est là où on a le plus obtenu de résultats à court terme sur le programme de Lima et le plan d'action. Je dirais que j'ai vu un soutien de toutes les parties pour qui ce programme est important. Ils nous disent que le plan est trop court et que 5 ans, ça a été demandé par plusieurs parties, avec un mécanisme d'examen qui ne devrait pas être négocié à chaque fois. Ça aussi, c'est quelque chose que les parties demandent. Et donc, du point de vue pratique, la raison pour laquelle le programme de Lima et le Gender Action Plan sont deux documents séparés, selon moi, c'est parce que quand le programme de travail a été négocié, donc en vue de son extension pour la COP 22, il y avait toute une annexe d'action discutée par les parties, et on n'a tout simplement pas eu le temps d'y arriver, et un compromis a été décidé donc à ce sujet. Et moi je pense qu'il y a un consensus presque universel et des demandes pour avoir un seul instrument, pas un programme et un plan, et avoir regrouper ça en un seul instrument pour définir les objectifs, les goals d'un plan d'action de l'égalité homme-femme, et donc pour les résultats attendus du programme de Lima. Donc je pense qu'il y a un sentiment sur le fait que ce soit la décision elle-même ou juste une annexe, mais je pense que c'est pas une question donc ça c'est juste pour vous dire où en sont les négociations. Et les progrès, et procéduralement ce que nous attendons dans les négociations. Nous avons payé dans Women and Gender Constituency sur le fait que le plan d'action en soi, il a marché comme une plateforme, mais il manque les indicateurs et d'autres éléments. Donc l'agenda pour permettre un vrai plan que nous pouvons créer et que nous pouvons développer et suivre et évaluer les progrès. Donc nous avons demandé des choses comme des indicateurs et des objectifs clairs par rapport à chaque action
Donc nous avons des choses qui, on évalue le progrès sur chaque point au lieu de faire une vue générale, de faire une évaluation générale. Nous avons aussi demandé un rapport sur les indicateurs annuels au secrétariat, parce que le secrétariat a une analyse. On a fait, beaucoup d'entre nous en avons déjà fait. Pas tous les éléments ne sont capturés avec des actions. Donc, ce qui se passe, pour ce sont. Alors, ce rapport annuel sur les indicateurs nous assurait qu'il n'y a pas d'éléments qui sont laissés à part ou qui sont oubliés ou qui ne progressent pas comme il faut. Nous avons aussi appelé pour avoir des indicateurs et des mesures comme le nombre de pays qui font du reporting et qui mettent en œuvre ces choses-là, les ressources au niveau national, les programmes et le nombre du plan par pays. Individuellement, on fait aussi des évaluations de progrès sur la base des indicateurs quantitatifs qui ont été mentionnés, mais il n'y a pas de système centralisé pour obtenir cette information. Je pense que le Gender Action Plan pourrait donner cette possibilité. Nous pensons aussi que même si nous, en tant que constituents, nous avons beaucoup travaillé pour voir qu'est-ce qui est compris dans le programme Lima et autres. Mais bien sûr, améliorer la participation des communautés locales, des femmes et soutien de la mise en œuvre de la qualité des sexes au niveau national. Tout ça dans le contexte de la politique climatique. Donc il y a des progrès pour améliorer l'équilibre entre les sexes. Et on travaille depuis COP17 à Doha. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de quota ou d'objectifs ou de manière comment nous pourrions mesurer les progrès. Donc c'est pour ça que nous demandons des objectifs ponctuels sur les questions relatives aux femmes pour pouvoir voir et mesurer comment ça se passe sur 3 ans. Je pense que c'est un vrai défi en termes de quotas et autres. Il y a du travail à faire pour cet objectif progressif. On a aussi des recommandations sur le renforcement des capacités. Tout ça pour les délégués femmes et pour tous les délégués sur les questions relatives au genre, pour les communautés locales, pour les femmes indigènes. Donc nous avons des demandes très spécifiques sur le renforcement des capacités. Les données sont très dispersées. Il s'agit d'améliorer le financement, le transfert de technologies, mais aussi améliorer le leadership et les solutions climatiques, ce qui est relatif aux solutions relatives au genre. Tout ça, on le verra pendant les événements que nous faisons pendant les COP toujours. Et enfin, ce que nous pensons, où il y a encore du travail à faire, c'est que le plan initial a inclus l'information ou une demande pour organiser une transition juste. Et nous devons informer comment nous comprenons la transition vers la société à bas carbone. Ceci doit y avoir un dialogue spécifique là-dessus, sur ces transitions. Aussi, bien sûr, du point de vue du genre, il pourrait y avoir plus de cohérence avec l'agenda 2030. Et il y a aussi des discussions et des demandes pour
travailler sur le rapport IPCC sur les changements climatiques et le genre. Et d'autres soucis, par exemple les objectifs d'équilibre entre les sexes, on nous pousse pour que nous établissions, pour qu'on renouvelle la politique sous l'IPCC pour les stratégies secrétariat et les stratégies beaucoup plus larges des PCC. Localisation des espaces d'inclusion. Donc il y a toute une panoplie, un éventail. Je crois que ça serait ça pour dire tout ce que nous demandons. Évidemment, je pourrais répondre à vos questions aujourd'hui ou demain. J'aimerais savoir ce que les autres partis pensent, s'il y a des synergies, un rapport de synthèse que le secrétaire a préparé sur toutes les parties et les observateurs. Et beaucoup de partis ont envoyé beaucoup de demandes au WGC. Donc je repasse la parole à Patricia. Merci Brigitte pour nous donner plus de détails en profondeur et de ce que nous pouvons attendre du programme de Lima et de la COP qui approche. Donc nous avons... Le WGC a fait des documents informatifs où vous pouvez trouver les demandes que Brigitte vient d'expliquer. Nous avons aussi préparé d'autres articles, d'autres papiers, pour ainsi dire, qui parlent des points spécifiques de la COP. Par exemple, l'article 6 sur les mécanismes pour inclure des garde-fous pour les droits de l'homme et de s'assurer que le mécanisme de développement durable contribue au développement durable par l'exclusion, par exemple, des technologies qui émettent des pollutions. Et on pourrait les financer sans le soutien des mécanismes de la CNUC. Il y a aussi des sujets plus larges que l'article 6. Les mécanismes devraient vraiment contribuer à la réduction des émissions et ne devraient pas permettre la possibilité de compter double, ce qui veut dire qu'une seule partie peut compter de la réduction des émissions dans leur NDC ou les CDN. Évidemment, il y a le sujet des océans, parce que c'est censé être une COP océan. Et notre demande est que l'équilibre soit préservé dans les océans et la pollution, et de réduire les pollutions qui viennent des terrains vers la mer. Et aussi un système qui assure la sécurité alimentaire. Nous avons aussi un papier sur le IPCC, les rapports qui ont été récemment publiés sur les migrations qui sont dues au changement climatique et les pertes et dommages. Et là, notre point de vue, celui de Women in Gender Constituency, nous regardons comment les choses se passent dans ce domaine. Donc il n'a pas encore été accordé, on ne s'est pas entendu encore sur le compte de la continuation de ces travaux. Mais c'est quelque chose à laquelle nous appelons, et aussi au financement stable de ces sujets. Donc regardez de près, s'il vous plaît, de ces papiers, ces articles, pour que vous sachiez quelles sont nos demandes et les demandes, les attentes féministes. Et ces articles seront mis en mode publication. On est un peu en retard, donc je n'aimerais pas entrer trop dans les détails qui pourraient mener à confusion. Je vais entrer dans quelques autres sujets de l'agenda.
que j'ai placées dans la présentation et vous donner un peu plus d'informations sur leur contenu. Mais si vous avez des questions, posez-les plus tard, parce que je ne peux pas vous donner trop de détails en ce moment. Commençons avec les lignes du temps communes pour les CDN. Comme mentionné avant, c'est quelque chose qui n'a pas été entendu en détail dans le paquet de Katowice. Donc ce qui est discuté maintenant, c'est quelles sont les lignes de temps, le cadre temporaire, comment il devrait être couvert. Pas en 2020, mais plus tard, lorsque ils seront actualisés. Il y a différentes options qui ont de 5 à 10 ans. Ce qui est important dans ce domaine, c'est qu'il y a un mainstream des lignes de temps que l'AMC peut promouvoir pour arriver à ce 1,5 degré, cet objectif. Donc il faut que vous sachiez qu'est-ce qui est négocié et vous regardez les lignes de temps communes. Une autre chose, c'est les registres publics. Et ceci est quelque chose que le secrétariat de la CNUC va traiter. Ce sera disponible non seulement pour la communication de l'adaptation, mais aussi pour les contributions. Et il faut veiller à ce que tout le monde ait accès aux informations avancées par les parties. Et nous devons aussi veiller à ce que les registres publics montrent toutes les informations pertinentes pour la société civile et les organisations pour permettre de voir si les parties doivent publier sur la réactivité en termes d'égalité homme-femme ou de veiller à ce que la transparence soit garantie pour les acteurs qui ne sont pas des parties à la CNUC. Ensuite, le cadre de transparence renforcé donnera plus de détails sur la manière dont les parties devront fournir des informations, par exemple sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. On voit des points techniques qui seront déclarés dans ce cadre de transparence renforcée et aussi des informations sur la prise en compte de l'adaptation et du renforcement dans le renforcement des capacités. Et comme j'en ai déjà parlé, ce sont des points où les parties doivent et les acteurs doivent donc qu'ils doivent mettre en place. Et donc, il faut comme Bridget l'a expliqué, ces références à l'égalité homme-femme ont été posées. Ça ne veut pas dire qu'elles seront déclarées plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut veiller dès aujourd'hui à ce que les directives sur le cadre de transparence soit connue des parties et que les parties sachent ce qu'elles doivent déclarer et exactement ce que cela signifie. Parce que, donc pour l'ensemble du processus, ça va être un point important à suivre à l'avenir. Ensuite, le comité de Paris sur le renforcement des capacités a été établi pour offrir un renforcement des capacités pour les parties, mais aussi pour les acteurs non partis, qui ne sont pas partis à la CNUC. Et on a été très engagés, nous, dans le processus, qui a eu, donc, dès maintenant, on voit ce qui a été effectué, réalisé, et les effets. Et l'un des points les plus importants du comité de Paris, c'est le soutien au CDN, à la définition des CDN, et on est très intéressé par le fait que les CDN prennent en compte également
les considérations d'égalité homme-femme qui peuvent être faites, et donc on va être plus impliqué là-dedans et veiller à ce que d'un côté le renforcement de capacité intègre ces points, mais aussi à ce que ça ne cible pas uniquement les partis, mais aussi les organisations de la société civile. Et donc, il y a des groupes de travail sur différents thèmes. Donc, par exemple, les questions transversales. Il y a déjà un rapport fourni. Il va être important d'en faire le suivi sur les discussions pour veiller à ce que le comité de Paris et le renforcement des capacités, le comité de Paris sur les renforcements des capacités soit aussi efficace que possible. Comme je vous l'ai dit, il y a des questions financières à prendre en compte pour le suivi des négociations. La question principale, c'est comment les finances sont assurées. Donc, si vous devez attendre 5 ans, sur les déclarations des partis qui vont déclarer combien de financement elles mettent à disposition. Et il faut veiller à ce que la planification soit aussi efficace que possible pour les acteurs, les pays, les parties prenantes du point de vue financier, parce que ça a posé problème déjà par le passé. Et pour nous, il est important de veiller à ce que pas seulement les grosses organisations puissent accéder aux fonds, mais également qu'il y ait aussi des voies établies pour permettre à des entités plus petites d'accéder aux fonds mis à disposition. Et donc, un élément qui a été évoqué hier, c'est la politique d'égalité homme-femme qui a été disposée lors du fonds vert pour le climat, et ça a été évoqué entre nous pour pouvoir faire valoir nos critiques. Donc on a vraiment quelques collègues qui travaillent sur les questions financières, et si vous êtes intéressés à ce sujet, je vous encourage à les contacter. Donc c'est par exemple Oliana donc je peux vous donner leur nom si vous les demandez, et ces personnes pourront vous donner plus d'informations sur les questions financières pendant la COP. Je vais passer maintenant rapidement à ce point. C'est aussi une question administrative. Les questions administratives sont importantes. Donc, par exemple, combien de budget est important pour le secrétariat est disponible pour le secrétariat pour mettre en place les projets. Et j'ai vu ça dans la plupart des autres questions. Nous allons pouvoir passer maintenant à nos demandes essentielles au niveau du WGD. Nos revendications principales. On est en train de finaliser le document. Il va être disponible sur notre stand, et ainsi nous avons des demandes, des revendications particulières, mais aussi des revendications générales, et il faut veiller à ce que les négociations tiennent compte de ces questions qui ne sont pas au centre des négociations, comme aussi dans les négociations sur les énergies fossiles, et faire en sorte que les systèmes d'énergie soient renforcés. Et ces revendications sont importantes pour faire en sorte que le point de vue féministe que nous avons sur le changement climatique, faire en sorte que notre point de vue ne se perde pas dans tous les petits détails de la négociation et les points techniques. Maintenant, je voudrais clore mon intervention bientôt, et donc la présidence chilienne a déjà fait valoir ses propres priorités
On peut les voir sur la diapo, on peut suivre ça après. Et donc, vous allez ici voir des informations plus importantes sur ce qui va se passer sur la manière dont nous voyons les choses de notre point de vue. Des liens utiles pour soutenir votre plaidoyer. Et maintenant je transmets à nouveau la parole à Bridget. Merci Patricia, c'était très bien. Donc nous avons quelques liens utiles ici, tout sur le glossaire du changement climatique avec les termes expliqués et définis. Nous veillerons à ce que vous connaissiez les abréviations les plus importantes. Il y a une appli que je vous recommande de télécharger. C'est important parce qu'il y a des nouveaux documents qui sont pertinents, qui sont téléchargés. Dans ce cas, vous pouvez y avoir accès grâce à cette application. Et il y a donc une application de négociateur sur les négociations qui peut vous donner des informations très pertinentes, des données sur les aspects liés au genre de la CNUC, et il y a aussi plusieurs documents particulièrement utiles que vous pouvez consulter, que nous allons partager ces diapos avec vous pour que vous ayez accès à tout cela. Et je voulais vous parler aussi d'une présentation. Ça vient d'une présentation qui venait de l'un des auteurs du rapport du GIEC 1,5 degré. Et il y a une vidéo qui a été créée. Et une vidéo qui reprend certains des principaux points du rapport du GIEC 1,5 degré. Et je vais voir certains des points des points saillants de sa présentation, parce que je pense que le rapport 1,5 degré ainsi que le rapport sur la cryosphère, les océans, les autres rapports du GIEC sont très liés à nos problématiques d'égalité homme-femme, non seulement avec l'écosystème, mais aussi avec l'égalité homme-femme, mais aussi la lutte pour l'introduction de nos formulations dans l'accord de Paris. On agit en faveur de la reconnaissance de ce projet 1.5. Donc, ça c'est le point de départ de ce que nous faisons. Donc là, on voit des transitions très importantes dans la vie quotidienne des gens et la préservation des écosystèmes. L'une des choses à voir le plus en détail, surtout depuis le rapport du GIEC, ce sont des questions très politiques sur les négociations elles-mêmes. Donc le rapport, bien sûr, n'est pas un document politique, mais son sommaire, son résumé est hautement politique. Ce sont des personnalités politiques qui vont prendre des décisions à partir de ce rapport. Et vous savez peut-être que dans les négociations elles-mêmes, l'année dernière à Katowice, il y a eu une discussion pour voir si ce rapport pouvait être bienvenu dans certains pays qui reculent, qui freinent contre toute reconnaissance de ce rapport dans les négociations climatiques. Et ça, c'est assez difficile. Donc l'aspect général de ce rapport a été négocié et convenu. Donc si vous n'avez pas pris connaissance avec le rapport spécial sur les 1,5 degré, il y a un résumé pour les décideurs politiques, et celui-là, il est négocié en fait. Il y a 15 pages de cadre et de contexte, et il y a 40 pages sur des
des voies d'atténuation compatibles avec les 1,5 degré. Et il y a 60 pages sur l'impact de 1,5 degré, sur l'impact que ça va avoir sur les systèmes naturels et les écosystèmes. Et il y a 50 pages sur le renforcement du travail sur d'atténuation. Comment est-ce que ça c'est lié à l'éradication de la pauvreté et des inégalités. Donc des choses très importantes. Et donc il y a d'autres études de cas et questions régionales qui peuvent être prises en compte sur environ une vingtaine de pages du document. Et ça vous donne un point de vue général sur le rapport à 1,5 degré. Donc si vous êtes versé sur l'aspect scientifique, vous pouvez voir les recommandations précises pour voir comment on peut faire fonctionner cette réponse mondiale. Alors j'ai vu, je suis convaincu que c'est assez difficile à lire, je le sais, donc je m'en excuse, mais juste pour comprendre ce qui entre dans ce rapport du GIEC. Normalement, ils sont écrits en 2 ans, ils sont rédigés en 2 ans, c'est très long. Celui-là, il a été rédigé en 1 an et demi. Ça correspond au degré, 1,5 degré, 1 an et demi. Bon. Et en fait, c'est une documentation qui évolue rapidement et il y a et le GIEC est très serré sur les délais et la révision des rapports, des documents. Il y a des délais très serrés au niveau du GIEC. Et il y a des éléments qui ne sont pas revus par les pairs, et donc il y a, comme ça a été décrit ici, une documentation très abondante à explorer, des groupes d'auteurs très différents. Il y en a qui sont volontaires pour une grande partie d'entre eux, mais qui viennent d'environnements et de contextes très divers, de milieux très divers. Donc il y a beaucoup de commentaires. Il y a 2 étapes du rapport. Tout d'abord les commentaires, et il faut répondre à tous les commentaires. Ils doivent répondre à tous les commentaires, donc les auteurs, et montrer si les commentaires ont été intégrés ou non, et pourquoi au rapport. Et donc, ça a été discuté à Katowice. Il n'y a pas eu de décision prise, ça a été discuté à nouveau à la session de Bonn cette année. Et il y a eu ce que tout le monde a appelé, c'est pas surprenant, un accord de principe qui avait eu beaucoup d'opposition. C'était très patriarcal, les négociations, et l'idée c'était un gentleman's agreement. Donc ça c'est patriarcal en soi puisque c'est gentleman, mais bon, de toute façon, donc il fallait ne pas accueillir le rapport, ne pas non plus l'exclure. Il y a eu des espèces de contorsions dans les négociations à Bonn. Ça, c'était très typique de la CNUC, cette manière de procéder. Donc, sur les messages principaux, on est déjà à 1 degré actuellement. Et au rythme actuel, entre 2030 et 2052, on sera à 1,5 degré. Le rapport nous montre qu'il y a des avantages évidents à limiter le réchauffement à 1,5 degré, et il nous montre que c'est encore possible, mais cela nécessite des changements sans précédent. Et dans nos sociétés, notre façon de travailler, si on attend les CDN et leur application, ça implique de dépasser 1,5 degré. Et on va certainement rater les 1,5 degré si on reste sur les CDN tels qu'ils sont actuellement. Et on nous dit qu'il y a aussi une synergie entre la limitation du réchauffement à 1,5 degré avec la réalisation d'autres objectifs sociétaux. Et donc ça,
la manière dont le rapport est rédigé, ça permet de travailler sur ceux qui sont sceptiques sur les points de vue les plus alarmistes sur un monde à 1,5 degré, c'est que même le scepticisme à ce sujet ne doit pas nous éloigner du fait que la limitation du réchauffement à 1,5 degré va de pair avec la satisfaction d'autres objectifs. Les différences entre 1,5, qu'est-ce que c'est comparativement à 2? Si on le fait à 1,5, on aura moins d'intempéries, pas des pluies excessives ni des températures excessives. Et le niveau des océans va augmenter pendant des siècles avec ces changements. Avec 1,5, nous allons voir les récifs coralliens disparaître. Il va en rester très peu. Avec 1,5, on aurait un pôle Nord sans glace tous les 100 ans. Maintenant, ça serait tous les 10 ans. Avant, c'était il y a 100 ans. Il y a beaucoup de ces éléments qui, d'ici 2050, des centaines de millions de personnes seront vraiment impactées. Si on arrive à limiter l'augmentation des températures, moins de gens seront impactés. Là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que il me reste 2 diapos, il me semble. Je pense que un autre élément du puzzle, c'est essayer de comprendre quelles sont les trajectoires des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré et comment les émissions doivent tomber. Là, il faudrait qu'elles tombent de 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Hein. Et là, voilà les sentiers. Vous avez les caractéristiques ici. C'est là où on rentre. Si on essayait les solutions les plus simples et des changements sociétaux, ça coûterait de l'argent maintenant. Il faudrait des investissements vraiment considérables maintenant pour mener vers ce changement. Si nous voulons créer le change avec des solutions les plus durables, nous devons, dans les 12 années à venir, commencer vraiment à changer nos sociétés. Il y a des scénarios qui sont listés où on pourrait attendre jusqu'à 2030 et ceci nécessiterait des technologies très haut risque et une capture de carbone, le stockage très difficile. Ça pourrait peut-être réduire les émissions. Mais il y a aussi des choses de l'extérieur qu'il faudrait prendre en compte. Et il y a des sujets qui sont des défis. Nos changements sociétaux partent de l'hypothèse que nous serons en état d'éliminer les pollutions de l'atmosphère. Comme j'ai mentionné, j'aimerais partager cette présentation plus large avec vous, parce que c'est très important pour la constituency, pour faire un bon plaidoyer, pour savoir comment relier les informations. Il y a aussi dans le rapport IPCC, il y a aussi un chapitre qui relie les STG et qui les compare entre eux pour savoir quelles sont les options, quelle trajectoire pourrait être prise pour changer les émissions. Tout ça dans le contexte de l'égalité des sexes. Certains sont à haut risque, autres très prometteurs. Nous essayons de vous montrer quels sont ceux qui sont plus risqués.
Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre eux peuvent entrer en synergie. Et beaucoup qui ont déjà créé des synergies et qui donnent des opportunités pour avoir de bons investissements. Donc nous allons promouvoir des solutions pour faire avancer les choses. Nous devons, par exemple, prendre en compte l'accès aux terres pour les femmes. Nous ne pouvons pas attendre une solution technique qui résoudrait le problème. Nous essayons de changer les sociétés main en main avec les trajectoires de ma solution. Donc je repasse la parole à Patricia. Merci Bridget de nous avoir donné toutes ces informations, surtout sur le rapport qui a été publié l'année passée. Je vais juste dire que la décision qui a été prise pendant la COP24 à Katowice était désappointante, était décevante. Parce que l'urgence est énorme. Et tous tout ce que les partis ont su dire, c'est qu'ils voient d'un œil bienveillant les actions. Alors qu'ils devraient nous dire quelles sont les actions qu'ils veulent mettre en œuvre dans leur CDN. Quel langage serait nécessaire pour que les partis soient informés et que les partis aient des ambitions plus fortes. Tout ça dans le contexte de la mise en œuvre des décisions du sommet de Paris, des accords de Paris. Donc je vous encouragerai encore une fois de poser des questions si vous en avez, parce que pour l'instant j'en ai vu aucune. Je ne sais pas si j'ai fait une faute ou quelque chose, une erreur. Peut-être nous avons clarifié déjà des questions hier, en particulier sur les questions financières. On a aussi parlé des actions, des plans d'action. S'il n'y a pas de questions de votre part, je fermerai ici. Et je vais vous donner une seconde maintenant pour vous permettre de digérer un peu la dernière présentation. Et comme je ne vois rien entrer, ça avait une petite correction de la part de Kavita sur l'agenda. Je ferme par la présente notre réunion et je remercie le JS7 de nous avoir soutenus pour l'organisation de ces sessions. Et je remercie aussi nos contributeurs qui étaient un peu moins nombreux que prévu, parce que ils ont eu des choses qui les ont empilées. Mais on est à une semaine de la COP. Merci Brigitte encore une fois pour nous présenter. Merci beaucoup à tous nos participants et à nos interprètes et à Mike qui a modéré et donné les informations techniques au début. Et j'espère vous voir toutes à Madrid la semaine prochaine. N'hésitez pas à contacter Bridget ou moi en cas de questions quelconques. Faites-nous savoir si vous avez besoin de plus d'informations ou de soutien. Lorsque nous pourrons vous donner des informations supplémentaires sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc merci encore une fois. Et par la présente, je ferme notre réunion. Merci beaucoup.